Donc Fanny, je vous laisse la parole. Je dis évidemment bonjour à l'ensemble des apprenants qui nous rejoignent, ceux qui sont déjà chez nous et ceux qui nous rejoindront à la rentrée. Voilà, on a inauguré depuis Denis Courtiade il y a 15 jours, 3 semaines, un premier grand témoin. Et donc là, nous allons sur la partie plutôt cuisine, avec aussi, c'est important de dire qu'il y a des femmes donc, qui sont présentes dans ce secteur et qui sont aussi beaucoup présentes au sein de l'école, même si on peut encore s'améliorer en termes de recrutement d'apprentis IE. Voilà, je vous laisse Fanny, bon courage, à tout de suite. Avec le son, ça sera mieux. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette deuxième session de notre série Le Grand Témoin, en présence cette fois-ci d'Anto Cocagne, connu sous le nom de Chef Anto. Donc, Chef Anto, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Pour vous présenter rapidement, vous êtes chef à domicile, fondatrice du festival We Eat Africa, directrice artistique du magazine Afro Cooking, animatrice pour Canal+ Afrique, et vous avez également votre propre chaîne YouTube. Et vous avez aussi été finaliste et lauréate du prix spécial Eugénie Brasier au concours La Cuillère d'Or 2018. Alors, j'ai pas tout dit, mais je compte sur vous pour nous en dire plus. Est-ce que peut-être pour commencer, vous pourriez revenir pour nous sur votre parcours, comment vous avez décidé de faire de la cuisine votre métier et comment vous êtes devenue la chef qu'on connaît aujourd'hui? Alors, merci beaucoup Fanny, bonjour à tous et à toutes. Oui, ça fait maintenant quelques années que je suis dans le métier de la restauration. Alors, je suis d'origine gabonaise. Je suis née en France pendant que mes parents étaient étudiants. Mais après leurs études, ils sont rentrés définitivement au Gabon. Et donc, j'ai grandi au Gabon et dans la culture, en tout cas du Gabon, une fille doit savoir cuisiner. Donc, dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à apprendre à cuisiner avec ma mère, avec mes tantes, ma grand-mère. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que je voulais en faire un métier. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je me suis rendu compte que c'était un environnement où on ne s'ennuyait pas. Et donc, j'ai décidé, après le bac, parce que j'ai fait un bac général, contrairement à la plupart de ceux qui sont ici, j'ai eu un bac général en sciences éco. Ici, ça s'appelle EST maintenant. Et donc, après ce bac-là, je suis arrivée à Grenoble. J'étais au lycée hôtelier Les Diguières, où j'ai fait une mise à niveau. C'est-à-dire qu'en un an, vous voyez ce que les autres apprennent de la seconde bac pro jusqu'en terminale bac pro. Donc, une année très intensive où en plus, j'arrive d'une culture différente. Donc, j'apprends les fromages, les vins de France, la culture française. Et après la mise à niveau, j'ai fait un BTS, hôtellerie-restauration, option B. Donc, c'est art de la table, art culinaire. Et c'était l'option B. Et après ce BTS, à l'université Pierre Mendès France à Grenoble, il proposait une formation directeur des unités de restauration. Donc, c'est pour apprendre à gérer son restaurant. Comme c'était mon projet pour pouvoir rentrer au Gabon et de pouvoir ouvrir mon propre établissement, du coup, j'ai fait cette formation. Donc, c'était une licence professionnelle que j'ai fait à l'université Pierre Mendès France. Et j'étais apprentie. Oui, c'était ça, apprenti, stagiaire dans comment on appelle ça, une enseigne qui s'appelle Autogrill, qui est spécialisée dans la restauration sur autoroute. Donc, j'ai fait ça pendant un an où j'étais assistant manager pendant un an. Donc, j'avais un mois en cours, un mois assistant manager. Et puis, comme j'avais découvert l'univers de l'événementiel durant mon parcours quand j'étais à l'Édiguière à Grenoble. Donc, je voulais faire une formation pour me spécialiser dans l'événementiel, donc tout ce qui était restauration événementielle, traiteur et tout ça. Et donc, j'ai découvert l'école Grégoire Ferrandi, où on préparait un bachelor restaurateur, spécialité traiteur, organisateur de réception. En fait, en 2 ans, vous voyez tous les métiers du traiteur, donc pas seulement cuisine, pâtisserie, mais vous voyez un peu de commercial, vous voyez la logistique. Donc, logistique, c'était location de vaisselle, comment ranger les camions, comment livrer le client. Et vous avez aussi la partie décoration, où on apprenait à faire des centres de table pour la décoration ou à décorer une salle complètement nue.
Et après, donc justement, cette formation à Ferrandi, je me suis lancée dans le milieu du travail. D'accord. Et vous avez, si je dis pas de bêtises, ouvert votre propre entreprise de chef à domicile à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, en fait, avant d'ouvrir mon entreprise de chef à domicile, j'ai d'abord travaillé. J'ai travaillé en restaurant, j'ai travaillé chez des traiteurs, notamment des traiteurs parisiens comme Potel et Chabot, le nôtre. Et en fait, je travaillais et puisque mon projet au départ, c'était de rentrer au Gabon et de pouvoir ouvrir une structure là-bas. J'étais rentrée juste après mes études. Je suis rentrée au Gabon, mais je n'ai pas trouvé de travail parce que en restauration ou même en milieu hôtelier, la culture fait que les hommes n'avaient pas envie d'être commandés par une femme parce que j'avais une expérience, j'avais les diplômes et tout ça. Et les postes auxquels je postulais, on me disait, ben non, nous, on ne veut pas de femme en cuisine, une femme, ça cuisine à la maison. Et donc, j'étais frustrée et du coup, je suis revenue en France. Mais en travaillant en France, j'avais aussi cette frustration parce que moi, le projet, c'était d'utiliser tout ce que j'avais appris dans mes différentes formations ici pour pouvoir les dupliquer en Afrique avec les produits d'Afrique. Et comme je n'arrivais pas à le faire là-bas, ici, quand je discutais avec mes chefs et que je leur parlais de produits d'Afrique, mais ils n'avaient pas l'air très intéressés. Donc, j'étais vraiment frustrée par rapport à ça. Et je me suis dit, je vais ouvrir mon propre établissement. Sauf qu'en discutant, puisqu'entre-temps, je m'étais mariée, en discutant avec mon mari, il me disait, mais personne ne s'intéresse aux cuisines africaines, pourquoi tu vas te lancer dedans, c'est trop compliqué, personne ne te connaît, en plus on vient d'acheter un appartement, on n'a pas les moyens de pouvoir s'endetter encore pour un restaurant, il faut que tu trouves le moyen de pouvoir continuer à faire la restauration, en tout cas la cuisine que tu aimes, sans avoir de restaurant. Et à l'époque, le métier de chef à domicile n'était pas très connu. Donc, je suis tombée, à l'époque, il n'y avait que 2 plateformes qui sont un peu comme des Uber. En fait, tous les chefs à domicile étaient recensés. Et c'est 500 chefs, l'une des plateformes avec les 2 même avec lesquelles je travaillais, à peu près 500 chefs étaient référencés dans toute la France. Et il n'y avait personne qui proposait de la cuisine africaine. Ah oui, c'est et moi, ce que je voulais… Ah oui, alors il y avait certains qui proposaient de la cuisine nord-africaine, donc du Maghreb, donc Maroc, un peu de Tunisie, mais tout ce qui était Afrique subsaharienne, il n'y avait rien. Et là, je me dis, ben, il y a quelque chose à faire. Moi, ce que je veux, c'est proposer une cuisine africaine moderne, donc la retravailler avec toutes les techniques et tout ce que j'ai appris en fait dans les différentes écoles que j'ai faites. Autant j'ai eu mon premier fils, donc avec les horaires et puis le fait de le faire garder en crèche, les horaires ne correspondent, enfin, de travail en restaurant classique ne me correspondaient plus. Quand j'étais pas maman, ça ne me dérangeait pas, mais quand j'ai commencé à avoir, quand mon fils est arrivé, ça me dérangeait parce que je trouvais que je ne le voyais pas suffisamment. Donc c'est comme ça que j'arrête de travailler en restauration classique et je crée en 2016 ma société, le Chef Anto. Et c'est comme ça que je me lance, que je me dis il y a quelque chose à faire. Au départ, le plus difficile, c'est de trouver les clients parce que vous êtes chef à domicile, mais il faut que vous puissiez, parce que quand on a un restaurant, c'est facile, vous êtes sur la rue, les gens passent, ils voient votre devanture, on voit le menu qui est affiché dans la rue et on peut s'arrêter. Sauf que quand vous êtes chef à domicile, il faut que les gens vous trouvent, il faut que les gens sachent que voilà, il y a telle personne qui fait ça. Et le seul moyen pour moi, à cette époque-là, de pouvoir être connu, c'était d'abord en passant par des plateformes où des chefs étaient référencés par type de cuisine, qui avaient un carnet d'adresses et les gens qui venaient réservaient en fonction du type de cuisine qu'ils souhaitaient. Et beaucoup de gens, mes premiers clients sont venus par curiosité, parce qu'ils avaient goûté quasiment à toutes les cuisines, mais tout ce qui était Afrique subsaharienne, ils ne connaissaient pas. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. D'accord. Et sur le montage de l'entreprise en elle-même, est-ce qu'il y a des obstacles que vous avez rencontrés? Est-ce qu'avec le recul, vous auriez éventuellement des conseils à donner là-dessus? Alors, pour le montage de l'entreprise, alors en France, honnêtement, on est beaucoup aidé par rapport à ça. Le fait est qu'en travaillant
comme je travaillais avant, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Donc, j'ai pu toucher le chômage, en fait, lorsque j'ai lancé l'entreprise. Et il y a une aide qu'on appelle l'ACRE, ACRE, qui, en fait, le Pôle emploi vous propose de créer votre entreprise et pour que les 2 premières années de création, vous ne vous versiez pas de salaire et ils vous versent vos allocations chômage. Donc, moi, les 2 premières, et c'était important parce que comme je commençais de zéro, je n'avais pas de carnet d'adresse, je n'avais pas de clientèle, personne ne me connaissait et qu'il fallait que je puisse quand même percevoir un salaire. Donc, les 2 premières années, j'ai pu, à cause de cette aide-là de Pôle emploi, ne pas me verser de salaire. Et puis, vous avez des formations à la chambre de commerce de votre département. Donc, moi, j'habite dans le 92, donc c'était la chambre de commerce au niveau de la préfecture de Nanterre. Vous avez des formations de création d'entreprise, vous avez des formations, par exemple, si vous n'êtes pas très calé en hygiène, vous avez des formations en hygiène, vous avez des formations sur tout ce qui est comment choisir sa structure juridique, parce que vous avez différentes structures juridiques et on vous dit, en fonction de votre profil, de ce que vous voulez faire, quelle est la structure juridique qu'il faut choisir. Je suis partie à l'époque, alors c'était avant le Covid, il y avait chaque année le salon des entrepreneurs. Donc, je suis allée au salon des entrepreneurs pour rencontrer aussi des banques, pour rencontrer des juristes, rencontrer des experts comptables pour être conseillée en fait par rapport aussi à la structure juridique parce que c'était une grande aventure. C'est la première entreprise que je créais, donc je ne voulais pas me tromper. Et ce qui est bien en France, c'est qu'il y a vraiment aussi toute cette aide-là au niveau, en tout cas, que ce soit des préfectures, la chambre de commerce et même de Pôle emploi quand vous avez certains besoins. Ils vous aident, ils vous dirigent pour pouvoir créer votre propre structure. D'accord, oui, vous n'avez pas été toute seule face à ce gros projet. Non, du tout. Juste une question, chef. Oui. Est-ce que sur l'aspect communication, quand vous avez débuté, vous avez parlé de la plateforme, est-ce que vous avez travaillé après cette année, ces 2 ans, sur votre communication, sur votre image, sur votre notoriété? Comment ça s'est fait en fait? Quand vous avez réussi après à rentrer et à vous faire connaître de façon beaucoup plus visible, parce que comme vous l'avez dit au départ, votre cuisine n'était pas très, très connue. Donc j'imagine que les gens ont fortement apprécié votre cuisine, en ont parlé un peu de bouche à oreille, mais après comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Oui, après il m'a fallu travailler dessus. Alors déjà, je travaille avec une plateforme et la plateforme, il fallait que je lui reverse à chaque fois 25% de tout ce que je gagnais. Donc, j'avais des clients, mais il fallait compter 25% qu'ils récupéraient. Et en général, 25%, c'est le coût matière, c'est le prix des aliments. Et je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc, il fallait que je trouve le moyen, après une prestation, que le client, lorsqu'il est content, puisse venir après directement chez moi sans passer par la plateforme. Donc, la première chose, ça a été de créer mon propre site Internet. Donc, un site Internet vraiment simple en allant… Au début, je n'avais pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire, donc je l'ai fait moi-même. Mon premier site Internet, je suis allée sur WordPress. Vous avez déjà des templates, donc des sites déjà tout préparés. Après, vous avez juste à remplacer par vos photos. Et donc, j'avais un ami qui est photographe. J'avais fait le vin d'honneur, j'avais cuisiné pour le vin d'honneur de son mariage. Il m'avait dit, le jour où tu as besoin de quelque chose, tu me dis. Et donc, avec lui, j'ai fait des photos professionnelles. Donc, on a fait les premières photos, on a fait les premières photos de plat, les premières photos portraits. Et ce sont ces photos-là que j'ai mises sur le site Internet. Donc, WordPress, c'était gratuit. La seule chose qu'il fallait payer, c'était le nom de domaine. Donc, c'était une 30aine d'euros par an, quelque chose comme ça. Donc, il y a ça que je fais. Les photos sont gratuites. Et puis, je crée une page aussi Facebook. Et donc, avec j'ai pas vraiment de logo, donc tu me fais un truc vite fait et une carte de visite pour à chaque fois que je vais voir un client par ma plateforme, après, je laisse ma carte de visite pour que si il veut me recontacter directement, il a mes coordonnées. Donc, c'est comme ça
que voilà, j'ai travaillé vraiment sur l'image et surtout ce qui était bien, vu qu'en plus c'était avant Covid, donc souvent quand il y avait des événements, il y avait plusieurs personnes. J'ai fait par exemple des anniversaires où il y avait 50 personnes. Donc sur les 50 personnes, j'avais au moins 5 personnes qui allaient récupérer la carte et qui, je savais, allaient me recontacter directement sans passer par la plateforme. Alors, vous faites partie des 10% de personnes qui, après l'apprentissage, dans les 5 ans, ouvrent une entreprise ou se lancent en tout cas. Et donc, je trouve que c'est très… On a vu que vous étiez très, très active en fait dans votre recherche et très, très curieuse. Est-ce qu'il y a eu des périodes de découragement? Est-ce que oui, comment vous en êtes sorti? S'il y a eu des périodes, parce que vous êtes très dynamique, on a l'impression que rien ne peut vous décourager, mais on a aussi des jeunes qui sont dans une période un peu compliquée. Bien sûr. Et comment vous avez pu aussi vivre ces événements et comment vous avez pu rebondir peut-être? Alors oui, il y a eu des périodes de découragement parce que la première année, j'ai fait 6 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et donc, je vais voir vraiment découragée parce que je me disais, les clients, même quand ils disaient, parce que mes clients, c'était des particuliers, même quand ils disaient c'est super, c'était bon, ils étaient contents. En fait, l'activité avec les particuliers, je me suis rendu compte, c'était très saisonnier. En fait, ils commandaient beaucoup plus quand c'était les beaux jours, par exemple, comme maintenant, quand il y a du soleil. Donc, c'est beaucoup des barbecues, ce genre de choses. Et quand il fait un peu plus froid, ils commandent un peu moins, sauf si c'est Noël ou sauf si c'est le Nouvel An. Donc, en discutant avec mon banquier, je lui ai dit, mais en fait, je ne comprends pas, j'arrive pas à avoir les clients, comment je fais? Et c'est mon banquier, en fait, qui m'a donné, en fait, le truc. Parce qu'il m'a dit, ben, comment vous faites pour communiquer? Donc, je lui montre mon site, il me dit, mais votre site est bien, votre page Facebook est bien. En fait, votre problème, c'est que vous travaillez qu'avec des particuliers. Vous devez travailler aussi avec des entreprises parce que les particuliers, c'est très saisonnier, alors que les entreprises ont souvent des événements de façon récurrente. Et surtout, les entreprises ont un budget pour ça. Et donc, elles sont obligées de dépenser ce budget-là, parce que si elles ne le dépensent pas, l'année prochaine, elles n'auront plus le budget pour ça, parce qu'on va leur dire, ben, en fait, comme vous n'avez pas utilisé le budget, c'est que c'est pas important. Il faut qu'ils dépensent l'essence. Exactement. Donc, il me dit, il faut trouver des entreprises. Et lui, ben, mon banquier, il a la Société Générale, il me dit, ben, par exemple, moi, à la Société Générale, on fait souvent des cours de cuisine. Est-ce que vous vous sentez de faire des cours de cuisine? Je vois que vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, avenante avec les gens. Faites des cours de cuisine, proposez des cours de cuisine. Je suis sûre que vous allez trouver des clients. Et c'est là où je commence à faire des recherches pour voir en fait comment ça se passe, les cours de cuisine sur Paris. Et là, je me rends compte qu'il y a diverses structures, donc des sociétés qui sont spécialisées dans les cours de cuisine pour les entreprises, donc qu'ils appellent atelier team building. Donc, atelier en fait où pour renforcer les liens entre les collaborateurs, on fait un cours de cuisine ensemble et puis on a une formation, après on fait un cours de cuisine ensemble, c'est les vœux du nouvel an, on fait un cours de cuisine ensemble et puis le directeur va faire les vœux, c'est des séminaires et puis à la fin de la journée du séminaire on fait des cours de cuisine. Je découvre ça et je me dis c'est génial et toutes les entreprises que je contacte qui font ça, ils ont toutes les cuisines sauf cuisine africaine. Donc du coup je me positionne en leur proposant mes services. Et c'est comme ça que je commence à travailler en fait avec ces entreprises-là. Et que là, je vois mon chiffre d'affaires qui, la première année, j'avais fait 6 000 euros. La deuxième année, en fait, je me rends compte que ce sont les entreprises qui nourrissent plus, qui me font le plus travailler. Je passe à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et chaque année, je doublais, en fait, mon chiffre d'affaires à force de travailler avec les entreprises. D'accord. Bah, merci, c'est un beau témoignage. Donc maintenant, ça fait plusieurs années, donc c'est multiplié par 10, c'est ça? Ou par 100? Alors, non, pas encore par 100. Alors, pour tout ce que je fais en France, je suis alors, si je garde juste tout ce qui est cours de cuisine et chef de domicile, on est à plus de 100 000 euros. Après, il y a aussi l'activité, en fait, le fait d'avoir été repéré par Canal+ Afrique, j'ai aussi une activité
en Afrique, parce qu'il y a des demandes aussi non seulement de formation, mais aussi pour faire des événements. Donc là-bas aussi, donc il y a aussi un marché et du coup, j'ai réussi à doubler le chiffre d'affaires par rapport à ça. Et je précise, en étant toute seule, en n'ayant pas d'employé fixe, parce qu'en chef à domicile, parce que souvent on me demande est-ce que j'ai des extras. En fait, je travaille avec des maîtres d'hôtel qui eux aussi ont leur société. Donc, ce ne sont pas des gens que j'emploie, c'est plus, on les considère plus comme des prestataires parce qu'ils me font des factures. Et donc, en fonction du nombre de convives, j'ai un maître d'hôtel ou plusieurs qui viennent et qui font le service. En fait, on fait le restaurant à la maison, on peut faire de la location de vaisselle, on peut vraiment faire tout ça. Merci. Fanny? Oui, alors on a une question intéressante sur le chat. Sophie Goletti qui demande comment marche votre entreprise malgré la pandémie. Comment ça se passe pour vous en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû adapter ou est-ce qu'au contraire, c'est pas trop possible de continuer pour le moment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites? Alors, par rapport à la pandémie, la chance que j'ai eue, c'est d'être chef à domicile. Alors, il faut savoir que souvent, quand on sort d'école, on a ce truc où souvent on est un peu mis dans des cas, c'est qu'il faut soit travailler en restaurant, soit ouvrir son propre restaurant. Et moi, je ne voulais pas travailler en restaurant parce que je voulais faire ma cuisine. Je n'avais pas les moyens pour. À un moment, j'ai même voulu ouvrir mon restaurant, mais j'ai eu une copine lors d'une soirée networking avec d'autres femmes chefs qui m'a dit surtout, je te déconseille parce que dans le couloir où tu es, dans ce que tu fais, personne ne fait ça. Et donc, tu n'as pas de concurrent, tu n'as pas besoin d'avoir un restaurant parce qu'en ayant un restaurant, tu auras des charges par rapport au lieu, donc aux frais fixes, le loyer, toutes les charges liées à l'électricité et tout ça. Et franchement, pendant cette période de pandémie, je ne remercierai jamais cette personne qui m'a donné ce conseil parce que du coup, je n'ai pas eu les charges que d'autres restaurateurs qui ont des charges liées à un lieu fixe. Au contraire même, le fait de ne pas avoir de lieu fixe, dès que le premier confinement, on a dit, ça y est, vous pouvez sortir, j'ai été inondée de commandes parce que les gens, comme ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, ils voulaient pas aller en restaurant, parce que non, on a été déconfinés en mai et les restaurants ouverts vers le 22 juin. Et du coup, donc, les gens voulaient se réunir et donc se réunir, comme ils avaient un peu peur, se réunir chez eux. Donc, tous les chefs à domicile que je connais, dont moi, on a été inondés de demandes parce que les gens voulaient se réunir, voulaient se voir. Et surtout, j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus sur YouTube que j'ai nommée Money is in the list, qui veut dire l'argent est dans la liste. En fait, l'avantage qu'on a en tant que chef à domicile, c'est qu'on a les coordonnées de nos clients, que ce soit adresse mail, que ce soit numéro de téléphone et des fois même l'adresse postale de notre client. Ce qu'un restaurateur n'a pas. Et si vous voyez, par exemple, tous les magasins qui ont pu vendre pendant le confinement, ce sont les magasins qui avaient votre adresse mail ou votre numéro de portable. Ce sont souvent ceux dont, quand vous êtes allé acheter un vêtement, ils vous ont demandé, oui, est-ce que vous voulez une carte de fidélité parce que vous aurez des promotions lorsqu'il y aura des soldes et tout ça. Et puis, vous avez donné vos coordonnées, un numéro de téléphone, une adresse mail. Et pendant le confinement, ces enseignes ont continué à vendre. Pourquoi? Parce qu'elles savaient comment vous contacter. Les restaurateurs, pendant la pandémie, leur devanture était fermée. Même s'ils voulaient vendre, et beaucoup ont voulu se lancer dans le domaine de chef à domicile, c'était compliqué parce que où est-ce qu'on trouve les clients? Comment on les contacte? Nous, en tant que chef à domicile, la chance qu'on a eue, c'est comme on a un lien avec les clients, c'est qu'on a pu les joindre. J'avais les numéros de téléphone pour dire, ça y est, le confinement est fini. Si vous commandez avant telle date, vous avez moins 20%. Si c'est votre anniversaire, vous avez tant de... Donc, je pouvais faire des cadeaux, je pouvais garder le lien avec les clients, ce qu'un restaurateur aurait du mal à faire, surtout parce qu'il n'a pas de contact en fait avec les clients. Et je me suis rendu compte finalement
qu'en étant chef à domicile, finalement, j'avais vu, j'étais un peu en avance, en tout cas, tous ceux qui faisaient ça étaient un peu en avance par rapport aux restaurateurs d'aujourd'hui qui se retrouvent un peu, c'est difficile, ils sont obligés de passer par des plateformes qui prennent beaucoup en tout cas en livraison, qui prennent des frais vraiment énormes. Et non, c'est beaucoup plus simple, en tout cas, parce que depuis 2016, donc 2021, ça fait 5 ans, j'ai pu avoir ma base de données. Aujourd'hui, j'ai plus de 2000 fichiers, en tout cas 2000 personnes dans mon fichier client que je peux contacter pour pouvoir proposer mes services. Super, donc il y avait un vrai créneau au niveau tant de la cuisine africaine que d'autres choses. Et bien sûr, parce qu'en plus, je ne fais pas que, je fais de la cuisine africaine, c'est vrai, mais je me suis spécialisée dedans, mais souvent j'ai des clients récurrents qui vont me dire « Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas manger autre chose qu'africain aujourd'hui ?» Et je peux complètement leur faire une proposition de cuisine française parce que j'ai été formée en France. Vous pensez que c'est important de s'adapter vraiment aux demandes spécifiques des clients que vous avez? Ah oui, et surtout quand on est chef à domicile, il y a des questions qu'on pose, qu'on ne pose pas forcément lorsque vous êtes en restaurant, c'est quelles sont les contre-indications alimentaires. Donc, aversion, allergie, religion. Par exemple, j'ai une clientèle juive très importante. Donc, il faut savoir que voilà, quand ils mangent de la viande, il ne faut pas qu'il y ait de la crème, en tout cas, tous des produits laitiers. Ils ne mangent pas des crustacés, ils ne mangent pas ci, ils ne mangent pas ça. Il faut connaître ça. Il faut avoir un matériel adéquat. Caisse réfrigérée, chariot. Parce que quand vous êtes hors de Paris intramuros, vous avez des clients qui ont souvent des grandes cuisines où vous pouvez vous installer un peu confortablement. Mais si vous êtes dans Paris intramuros, des fois vous avez des appartements qui sont 6e sans ascenseur. Vous avez des petites cuisines ou des cuisines qui sont dans le salon, donc il faut pouvoir ranger et tout ça avec du matériel adéquat. Des fois, quand c'est une fête, ils ont rempli le frigo de bouteilles de champagne, donc vous n'avez pas de place pour mettre de choses dans le frigo. Donc, il faut avoir vos caisses réfrigérées avec vos pains de glace. En fait, un matériel bien spécifique et tout. Et il faut aussi anticiper parce que des fois, vous avez des clients, ils vous disent « Oui, j'ai tout ce qu'il faut comme matériel » et puis vous arrivez. Ils voulaient une purée, mais il n'y a rien pour faire la purée. Donc, il faut prévoir du petit matériel avec vous, des choses en tout cas, parce qu'on utilise souvent, le plus souvent, quand ils ne demandent pas de matériel en plus, ils utilisent la vaisselle, leur propre vaisselle, leur propre verrerie. Donc, il faut des fois anticiper pour dire, bon, au cas où, qu'est-ce que je fais? Si jamais leur plaque ne fonctionne pas ou j'arrive pas à la faire fonctionner, ben, j'ai une plaque induction de secours. Ou s'il y a une plaque électrique, la plaque électrique, c'est pas toujours évident de pouvoir cuisiner dessus parce que ça met du temps pour baisser en température. Donc, il y a tout ça. Mais bon, ça, après, c'est avec l'expérience qu'on acquiert ce genre de choses. Alors, humainement, qu'est-ce que ça a pu vous apporter, toute cette adaptation, toutes ces rencontres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a enrichi, vous, en tant que personne? Oui, alors humainement, j'ai trouvé ça formidable parce que pendant longtemps, avant de faire chef à domicile et que je travaillais en cuisine, il y a souvent cette guerre entre les cuisiniers et les serveurs. Je pensais que je n'aimais pas le contact avec le client pendant longtemps et que le fait d'être en cuisine, je n'avais pas à voir le client, j'étais tranquille, je n'ai pas à causer avec lui. Alors qu'en fait, en étant chef à domicile, ben, il a fallu faire ça. Donc déjà, s'il y a des élèves qui sont introvertis, qui se disent « Ah, je veux faire chef à domicile, mais je n'aime pas trop parler avec les clients », il va falloir sortir de ça, vous faire violence, parce que quand vous cuisinez, ben, les clients viennent en cuisine, ils viennent voir les produits bruts que vous utilisez, ils veulent en fait connaître l'histoire, des fois ils vous posent des questions sur votre parcours, ils veulent… La maîtresse de maison, des fois, elle veut ah, ben, votre sauce, elle est super. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites? Moi, j'ai pas l'habitude et tout ça. Vous rentrez dans l'intimité aussi des clients. Si vous ouvrez leur frigo, vous savez ils cuisinent beaucoup ou pas. Il y en a, des fois, c'est beaucoup de Picard et beaucoup de pots de yaourt et pas grand-chose. Enfin, vous avez tout ça. Et oui, c'est enrichissant parce qu'on discute avec les clients et on prend un temps. En tout cas, pour tout ce qui est cuisine d'Afrique, je pouvais leur donner un temps que je n'aurais pas pu leur donner si ils étaient venus dans mon restaurant. Parce que dans le restaurant, si le chef sort pour saluer les clients, bah, c'est quelques minutes. Alors que là,
je suis dans leur cuisine, donc on discute pendant que je cuisine, on discute, je leur explique l'histoire du continent, des produits, les qualités nutritionnelles, où est-ce qu'ils peuvent acheter, comment choisir les produits. Il y a vraiment un temps que je leur accorde, que je n'aurais pas pu leur accorder si j'avais été dans un restaurant, un vrai restaurant. D'accord. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'apprentissage. Là, quand même, on est face à de nombreux apprentis et futurs apprentis de l'EPMT. Avec le recul que vous pouvez avoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu de votre période d'apprentissage? En quoi c'est une façon d'apprendre qui permet d'être opérationnel dans les métiers de la table et particulièrement dans la cuisine? Alors, dans l'apprentissage, ce qui est marrant, c'est souvent quand on apprend, on a l'impression que ce qu'on apprend, on ne va pas l'utiliser dans la vraie vie, en fait. Parce que souvent, par exemple, quand on a été au lycée et qu'on a fait des classes générales, des fois, on apprend de l'histoire ou des calculs de maths et on se dit, mais dans la vraie vie, quand je vais travailler, je ne veux pas utiliser ça. Mais ce n'est pas le cas de l'apprentissage. Quand on est en apprentissage, il faut savoir qu'on va utiliser, on va utiliser d'une manière ou d'autre, vous utiliserez ce que vous avez appris. Il m'est arrivé, par exemple, une fois, c'était des Américains qui avaient loué un Airbnb dans Paris et ils voulaient vraiment un service à la française et tout. Donc, il a fallu mais comment on fait déjà le service à la française? En plus, je n'avais pas de serveur, parce qu'ils étaient en dessous de jusqu'à 6 personnes. Je ne prends pas de maître d'hôtel. Au-delà de 6 personnes, je prends un maître d'hôtel. Et donc, il faut se rappeler comment on fait le service à la française, à quel moment on prend le ramasse-miettes quand on fait du service, parce que beaucoup se disent, je cuisine, je ne fais que de la cuisine. Mais si vous êtes chef à domicile, vous devez aussi servir. Donc, il faut servir du bon côté, il faut débarrasser, enlever le pain et faire les miettes au bon moment. Il faut pouvoir expliquer certaines sauces, certaines choses comme ça. Il faut retenir aussi tout ce qui a trait à la culture française, parce que les Américains, ils adorent, dès qu'on dit Paris, c'est génial. Et donc, il faut avoir cette culture-là. Et c'est des choses qu'on apprend en apprentissage. Et que des fois, on se dit, je ne vais pas utiliser ça dans la vraie vie. Pareil pour les vins. La même chose pour les fromages. L'accord mets-vin qu'on travaille souvent en cuisine, entre la cuisine et la salle. Moi, en tant que chef à domicile, il fallait que quand quelqu'un me disait, quel vin me conseillez-vous? Je ne peux pas lui dire, non, moi, je fais que de la cuisine. Donc, il fallait que je me souvienne, oui, tel vin, ça va mieux avec telle viande. Et très souvent, on a des gens qui nous demandent quel vin me conseillez-vous? J'aimerais faire un plateau de fromage. Quel fromage vous me conseillez? Avec quoi je peux l'agrémenter? Et donc, c'est des choses qu'on apprend dans l'apprentissage. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai gardé mon livre cuisine de référence. J'ai cuisine de référence. J'ai tous mes livres. Des fois, je vais relire des choses que j'ai apprises comme ça pour me remémorer justement ce que j'ai appris en apprentissage. Donc, ce n'est pas perdu. Vous n'utiliserez pas tout au même moment, mais c'est sûr que vous utiliserez à un moment et un autre. Et il faut savoir, plus on monte en gamme, plus vous aurez des clients exigeants, parce que vous aurez, en tout cas en tant que chef à domicile, des fois, autant je peux avoir des clients qui me disent, voilà, j'ai 70 € de budget par personne, autant je peux avoir des gens qui me disent, moi, j'ai 150 € de budget par personne, qu'est-ce que vous me proposez? Et donc, même en termes de service, il faut pouvoir leur proposer quelque chose qui soit dans les prix que vous avez, qui demandent. Je crois que c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de BTS qui sont en première année, que c'est avec le BTS a été modifié depuis 2 ans. Et donc, on a des premières années BTS qui vont aller vers la cuisine, d'autres qui vont aller vers le service et d'autres vers l'hébergement. Oui. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que cette première année, en termes d'apprentissage sur l'ensemble des métiers, est très important. Et très importante, oui. D'aventure, ils voudraient aller après faire éventuellement être chef à domicile. Donc, je crois que c'est important pour ceux qui ne sont pas très motivés ou celles qui ne sont pas très motivés pour faire du service alors qu'ils font de la cuisine et inversement, qu'ils soient un petit peu comme des éponges et qu'ils apprennent vraiment dans cette première année l'ensemble des techniques qu'on leur enseigne, quoi. Bien sûr. Alors, il faut savoir que chef à domicile, ce n'est pas seulement au domicile des gens. Vous avez chef à domicile, c'est ce qu'on appelle aussi chef privé. Donc, vous pouvez travailler sur des yachts.
un client, moi j'ai une copine, elle qui a préféré faire ça parce qu'elle aimait voyager. Alors moi je peux pas parce que bon, elle est célibataire. Moi je suis mariée avec des enfants. Mon mari me dirait mais où est-ce que tu vas pendant tout ce temps? Donc elle est par 6 mois avec certains clients parce que ils font ils se baladent sur la mer donc en yacht. Et donc, pendant 6 mois, elle leur fait à manger matin, midi, soir et elle est tout le temps avec eux. Il y a ce qu'on appelle aussi chef à demeure, c'est-à-dire ça peut être un homme politique ou une personnalité qui vient à Paris et qui va louer un appartement. Moi, ça m'est arrivé, un homme politique qui était venu se faire soigner, il est venu avec sa famille en France et ils avaient loué un grand appartement vers l'Arc de Triomphe et il fallait leur faire à manger pendant un mois, voilà, tous les jours. Donc ça aussi, c'est des chefs à domicile. Vous avez, donc c'est ce qu'on appelle aussi chef privé. Donc ça peut être sur une journée ou sur une soirée ou sur plusieurs jours pendant une période donnée. Vous avez des gens qui ont des résidences secondaires en province ou à Paris, des étrangers. Et quand ils viennent, ils ont besoin d'un chef. Et c'est en travaillant avec des conciergeries que j'ai découvert aussi tout ce panel de travail à domicile. Et plus ce sont des personnes qui ont de l'argent, plus le service doit vraiment être carré. Et surtout, quelque chose que les Français, que je me suis rendu compte, beaucoup de jeunes Français n'aiment pas, il faut parler anglais. Plus on monte en gamme, plus l'anglais est indispensable parce que vous avez, alors là en période de Covid, les frontières sont fermées, mais sinon vous avez des Russes qui viennent, vous avez des Chinois, vous avez des Américains qui viennent et eux, ils ne se fatiguent pas à parler français. Des fois, ils vont vous donner quelques mots, c'est l'anglais. Et donc, il faut pouvoir s'exprimer, se faire comprendre et parler anglais. Donc, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, qui se disent je n'utiliserai jamais cette langue, si à un moment donné, par la force des choses, vous êtes appelé à être un chef privé, il faut vous dire que l'anglais est indispensable. Je suis totalement d'accord avec vous et j'espère que les apprentis retiendront la leçon. Alors moi, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler de 2 livres que je recommande d'ailleurs vivement. Oui. Tout d'abord, votre livre de recettes qui s'appelle Goût d'Afrique et qui est sorti en 2019. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet ? Oui, alors Goût d'Afrique est sorti en 2019 aux éditions Mango. En fait, durant tout mon parcours, j'avais envie de parler de recettes d'Afrique et je me rendais compte qu'il y avait des recettes qui étaient très connues, mais des recettes qui n'étaient pas connues du tout. Et surtout, par rapport à mes clients, j'avais des personnes qui cherchaient à faire des recettes traditionnelles et puis d'autres qui connaissaient les recettes traditionnelles, mais qui cherchaient des choses un peu plus modernes. Et donc, Goût d'Afrique, c'est l'ensemble de ces 2 facettes-là. Donc, vous avez des recettes traditionnelles, des recettes qui sont plutôt travaillées de façon moderne, et puis des créations. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, on n'a pas la pâtisserie comme culture, comme on peut l'avoir en France. Et donc, pour pouvoir proposer des desserts africains, à chaque fois, je me suis dit, comment cuisiner cette même chose, mais en utilisant que des produits africains. Et en changeant de nom. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'un Paris-Brest, on a un Paris-Dakar. Au lieu d'une poire belle Hélène, c'est une poire belle Awa. Un crumble, je vais utiliser de la farine de manioc. C'est différentes choses comme ça. Ou une crème brûlée, on va utiliser de la poudre du fruit du baobab. D'accord. Et le 2e livre dont on voulait parler s'appelle Elle cuisine de Vérane Fridiani, qui est aussi la réalisatrice du documentaire À la recherche de femmes chefs. Donc c'est un livre qui présente également des recettes, mais c'est surtout un ouvrage qui met à l'honneur des femmes chefs françaises et internationales à travers des interviews et des portraits croisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre participation à ce beau projet ? Oui, bien sûr. Alors, Vérane, lorsqu'elle a fait ce documentaire, alors le documentaire, après le documentaire, il y a eu le livre. En fait, elle était outrée de ce que lorsqu'on regarde les écoles de formation d'hôtellerie-restauration et particulièrement de cuisine dans les lycées hôteliers, souvent 70% des élèves, ce sont des femmes. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la profession, il y a de moins en moins de femmes.
très souvent, la raison, c'est parce que la vie professionnelle n'est pas compatible avec la vie familiale, c'est trop difficile. Il y avait vraiment différentes raisons. Et ce que Véran voulait faire, c'était de montrer différents portraits de femmes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient réussi à rester en cuisine et à faire du métier à faire de la cuisine leur métier. Et c'est comme ça qu'elle a parcouru, donc elle a interviewé différents chefs en France, aux États-Unis, dans différents pays, pour qu'elles puissent donner leur parcours. Et on a de tout. On a aussi bien de celle qui a décidé de cuisiner dans une roulotte, à la chef triplement étoilée, comme Anne-Sophie Pic, ou des chefs hôteliers comme Dominique Crène. Donc, il y a vraiment tout portrait différentes de femmes, et c'était un moyen pour dire aux jeunes filles qui ont l'impression que ce métier de la cuisine est trop masculin, on peut rien faire, c'est trop difficile, on peut pas avoir de vie de famille, qu'il y avait différentes formes de cuisine et qu'après, en fait, c'était à nous de faire notre métier. D'accord. Donc le constat justement de Véran Frediani, c'était de s'apercevoir que sur 50 restaurants étoilés au guide Michelin, seuls 2 avaient une femme comme chef. Oui. Donc ça interroge évidemment sur la place des femmes dans les métiers de la cuisine. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de femmes étoilées? Vous nous avez déjà donné quelques pistes, mais comment vous expliquez qu'il y ait beaucoup moins de femmes chefs connues et reconnues que d'hommes encore aujourd'hui? Bon, après, je ne sais pas si les hommes qui sont là sont d'accord, mais ce sont souvent des hommes qui donnent, qui donnent les prix. Alors, ils choisissent peut-être, ils préfèrent peut-être leur congénère, mais il y a beaucoup Quand je discute souvent avec des jeunes filles, alors je discute de plus en plus avec des jeunes filles, mais sur le continent africain, quand je leur demande comment vous vous voyez dans 5 ans, quand elles me disent oui, moi c'est la cuisine, moi c'est la pâtisserie, comment vous voyez dans 5 ans, comment vous voyez dans 10 ans, très souvent c'est je me vois mariée avec des enfants. En fait, au niveau de la carrière professionnelle, elles ont du mal à se projeter. Mais au niveau de leur vie personnelle, elles savent qu'elles veulent avoir des enfants, être mariées, comme si notre vie en tant que femme se résumait à ça. Et souvent, je leur dis, mais votre vie ne se résume pas à avoir des enfants, à être mariée. Et c'est vrai que souvent, la société, quand à partir d'un certain âge, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfants, on est trouvé un peu bizarre. Et je leur dis, mais vous devez oser vous projeter. Et très souvent, ils ont du mal à se projeter. Peut-être parce que pendant longtemps, on ne voyait pas de femmes. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en France, en dehors de Paul Bocuse comme chef de cuisine, quand on m'en a un chef de cuisine français, je ne connaissais personne d'autre. Si on m'avait demandé une femme, j'aurais été incapable de pouvoir donner un nom de femme. Donc, heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes chefs qu'on voit à la télé, auxquelles on peut s'identifier et se dire, je veux être comme Hélène Darroze, je veux être comme Sophie Pic, je veux être comme tel autre chef, mais ce n'est pas encore assez. Et très souvent, les femmes... c'est pas toujours évident. Même quand on voit, une fois quand elle commence la carrière et qu'elle a une vie de famille, très souvent, même le conjoint, il se dit, c'est à la femme de cuisiner. Et moi, très souvent, j'ai ma maman qui va me dire, mais tu pars en voyage, tu laisses les enfants avec qui? Mais je dis, ils ont un père. Ah oui, c'est encore un peu... Une femme, sa cuisine à la maison, vous disait-on au Cameroun. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, une femme, sa cuisine à la maison. Et en fait, finalement, c'était un bon conseil, puisque vous êtes allés dans les maisons des uns et des autres. Quand on le prend dans le sens figuré ou au sens littéral, ça vous a donné quand même, ça a été peut-être une idée que vous avez eue grâce à ça, parce que vous êtes rentrés dans les maisons. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette culture des hommes qui sont très visibles sur le champ de la cuisine, et c'est important qu'un témoignage comme le vôtre puisse prouver que justement il y a beaucoup de femmes aussi qui se révèlent, et ça vous êtes une preuve
une preuve concrète que ça peut fonctionner, avec d'ailleurs une adaptation par rapport au mode de vie personnel. Vous avez su vous adapter aussi à ce qui était difficile au départ. Bien sûr. En plus, moi, j'ai choisi chef à domicile parce que ça me convenait en termes de chef à domicile. Je travaillais les soirs et les week-ends. Donc, la journée, si la crèche m'appelait parce que mon petit était malade et qu'il fallait aller le récupérer, ou si c'était la journée pédagogique et que la crèche était fermée, je pouvais être disponible la journée. Le soir, quand mon mari rentrait, ben, moi, je partais travailler. Donc, ça me convenait parfaitement en termes d'organisation. Maintenant, après, peut-être à quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas convenu. Bon, après, moi, je suis plus du soir que du matin, donc ça m'arrangeait aussi. Mais c'est vrai que les femmes, pendant longtemps, n'ont pas osé, très peu rêvaient d'avoir une étoile, très peu rêvaient de se dire bah, je vais être meilleure ouvrière de France. Quand on sait qu'en cuisine, je crois qu'il n'y en a qu'une seule de femme meilleure ouvrière de France en cuisine. Et vous avez plein de femmes dans différents métiers, que ce soit meilleur ouvrier fleuriste, meilleur ouvrier que ce soit sur les tapisseries et tout ça. Mais en cuisine, il n'y en a qu'une. Et souvent, on se dit, ah non, c'est trop dur, ah non, je pense qu'elles n'osent pas assez. Et moi, j'encourage les jeunes filles en leur disant, on n'est pas moins performantes que d'autres, au contraire. Et très souvent, même quand je discute avec des confrères chefs, ils me disent, quand ce sont des filles ou des femmes qui sont à la tête du restaurant ou qui dirigent, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus organisé. Désolé, les jeunes monsieur. Mais ce sont les chefs qui le disent. Donc, moi, j'encourage en tout cas toutes les filles à oser rêver, à oser se projeter, à ne pas hésiter à s'inscrire sur les concours aussi de cuisine, parce qu'on voit beaucoup de garçons qui s'inscrivent, mais pas beaucoup de filles à s'inscrire sur des concours de cuisine. Il y en a énormément, parce que ça vous permet de voir à quel niveau vous êtes, et c'est toujours gratifiant après. Alors, est-ce que vous pensez que c'est seulement les femmes qui n'osent pas ou que peut-être on leur laisse pas aussi le champ libre, la place que vraiment elles méritent dans les métiers de la table? Alors, franchement, en tout cas en France, ça commence à changer. Ça commence à changer. Je sais qu'à l'époque où j'étais en apprentissage, quand vous étiez en cuisine, il fallait être comme un homme. Il ne fallait pas se maquiller, il fallait être masculin, cheveux attachés aux cheveux très courts. Donc, on avait des bonhommes, au lieu des femmes, c'était des bonhommes en cuisine. Et on avait l'impression qu'il fallait s'endurcir pour être reconnu, respecté, tout ça. Aujourd'hui, ça change beaucoup, notamment parce que beaucoup de paroles de femmes se sont libérées, parce que nous avons aussi été soutenus par de nombreux chefs hommes. Donc, ça commence à se libérer. Alors après, il y a des mouvements aussi où même des apprentis commencent à parler, à dire, à dénoncer aussi tous les abus, les bizoutages qui se font, les remarques. Et puis les femmes ne se laissent plus faire aussi. Donc, ça commence à se libérer. Si vous m'auriez posé la question en Afrique, on ne laisse pas la place. Parce que dans la culture, c'est l'homme qui commande. Et donc, il y a beaucoup de mal à être commandé par une femme. C'est vraiment très difficile. Il y a des gens qui préfèrent démissionner que de se faire commander par une femme parce qu'ils ont l'impression de se rabaisser. Voilà, c'est vraiment très dur pour eux, mais c'est vraiment quelque chose de culturel. En France, ça commence à changer. En tout cas, en Occident, dans les pays où le féminisme, où les femmes ont beaucoup plus de paroles, ont beaucoup plus ça commence à se libérer. D'accord, et on espère que ça va continuer. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a une petite question sur le chat. Quels sont vos prochains projets, vos envies de développement? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur vous pour la suite de votre carrière? Alors, les prochains projets, là, alors, on espère pouvoir le faire. Donc, il y a le festival 8 Africa. C'est un festival que j'ai créé avec un ami. Et d'ailleurs, M. Menon était venu à la première édition en 2018. Ce festival, en fait, on l'avait créé parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal d'événements sur la cuisine à Paris. Et il n'y avait pas de chef africain.
alors qu'il y avait de plus en plus de restaurants et que l'Afrique commençait à être un peu à la mode. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'attendre qu'on nous appelle, qu'on nous invite, créons notre propre événement et veillons à ce qu'il soit bien fait pour que ça puisse mettre la lumière, en tout cas, sur les professionnels. Ce festival, c'était une manière de mettre en avant les professionnels de la cuisine, des cuisines africaines ou d'ascendance africaine, parce qu'on avait des chefs comme par exemple Georgiana Aviou, qui est d'origine béninoise, qui a été la chef du restaurant de Florent Manodou, le nageur, et qui, par exemple, elle fait de la cuisine provençale. Donc, elle est d'origine béninoise, mais elle ne fait pas de la cuisine béninoise. Et donc, c'était le moyen de mettre en avant tous ces chefs. On avait un chef qui a été meilleur apprenti de France et qui a travaillé pour Yannick Aleno, qui est maintenant à Monaco. On avait différents profils comme ça. Et c'était pour montrer aussi à différents étudiants qui sont d'origine africaine que ce n'est pas parce qu'ils sont africains qu'ils ne peuvent pas réussir dans ce métier-là. Parce que j'entendais beaucoup qui disaient oui, mais en France, on ne veut pas, quand on est de la diversité, on ne peut pas réussir, on nous met de côté. Et on avait ces profils-là de jeunes qui étaient chefs et qui, malgré le fait qu'ils soient issus de la diversité, réussissaient en tant que chefs. Donc, le festival les a mis en avant. On avait aussi des personnes qui étaient dans l'épicerie fine africaine, donc qui pouvaient proposer des produits d'exception et des gens qui vendent leurs produits aux Galeries Lafayette, en tout cas Lafayette Gourmet ou encore au Beau Marché. On a eu tout ça et on a eu aussi des conférences des conférences débats où on pouvait discuter. Donc en 2018, on l'a fait à Paris. 2019, on était à Dakar, au Sénégal. L'année dernière, on devait le faire au Togo, à Lomé, mais ça a été annulé juste à cause de la pandémie. Donc, cette année, on a prévu d'en faire au Maroc, à Casablanca, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, on y travaille et on est aussi en ce moment sur la saison Afrique 2020. On n'entend pas beaucoup parler à cause de la pandémie, mais depuis décembre 2020, il y a en fait différents événements autour des arts africains en France, donc pas que la cuisine en fait partie, mais pas que. Et donc on a par exemple à Lyon du 16 au 19 septembre, la Lyon Street Food Festival, où il va y avoir différents chefs qui vont proposer des plats de street food africaine. Donc on a différents événements comme ça qu'on prépare durant la saison. D'accord. Est-ce que vous allez continuer aussi l'animation sur Canal+ Afrique? Oui, bien sûr. Ouais. Alors là, comme les frontières sont fermées, on n'a pas pu vraiment voyager, mais c'est prévu à partir de juillet. Donc, la première saison, on a fait… pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est… je fais découvrir un pays d'Afrique au travers de la cuisine. Donc, on commence en ville et on finit dans les villages. Donc, au Kenya, par exemple, j'ai pu cuisiner avec des Maasai, des guerriers Maasai. Au Gabon, j'ai cuisiné avec des pygmées qui étaient végétariens pour le coup, dans la forêt avec des pygmées. On est allé au Sénégal où on était sur une île. Excusez-nous, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Du coup, on a des petites interférences. Donc, on était au Sénégal, on a travaillé dans les rizières en Casamance. On a fait le Gabon, le Sénégal, le Togo. On était avec le peuple Tomberma. On a fait République démocratique du Congo, où on a rencontré des pêcheuses de palourdes, où j'ai cuisiné avec elles. Et donc là, les prochains pays, on a la Gambie, on a l'Éthiopie, le Burundi, le Cap-Vert. En tout cas, pour ces pays-là qu'on a prévu de visiter. J'espère qu'on pourra aller aussi en Namibie. Et donc, voilà. Donc, et puis, c'est très enrichissant pour moi parce que je découvre aussi d'autres façons de cuisiner et aussi beaucoup de produits d'exception. Et c'est une super émission que je recommande vivement, qui nous apprend plein de choses et sur la cuisine et sur les pays que vous avez découverts. Donc ça, c'est vraiment super. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être un message avant qu'on finisse à transmettre aux apprentis, aux futurs apprentis qui vont se lancer dans le monde de la cuisine?
Alors, j'ai quelqu'un qui demandait dans le chat si je prenais des apprentis. Alors, non, pour l'instant, je prends pas. J'ai souvent beaucoup de demandes de stage, donc je ne prends pas d'apprentis. Mais j'espère, parce que je suis en train de travailler sur un autre projet sur Paris. J'espère que pour celui-là, je pourrais prendre, j'en parle pas encore, je pourrais prendre des apprentis. Mais en tout cas, ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que c'est vrai, le secteur est très touché, très affecté par la pandémie. Il y a quelques semaines, j'étais au lycée hôtelier de Saint-Cloud, qui est pas loin de chez moi, où il y a beaucoup d'apprentis qui n'ont pas pu faire d'apprentissage, hein, en tout cas la partie entreprise, et beaucoup sont vraiment dans l'incertitude en se demandant que va devenir en tout cas la profession, qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce que mine de rien, ils sont touchés. Sachez que des crises comme ça, il y en a toujours eu, depuis que le monde est monde, il y en a toujours eu. C'est à vous d'observer votre environnement et de regarder si jamais, de vous dire si jamais je ne peux pas être embauché là où je veux, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire en utilisant ce que j'ai appris. Et franchement, c'est là où toute la différence se fait. Dans le monde, il y a, en fait, une entreprise, c'est quelqu'un qui répond à un besoin, c'est quelqu'un qui résout un problème. Et il y a forcément quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été étonnée par ça. J'ai eu une cliente qui m'a contactée parce qu'elle avait eu le Covid et sa fille venait d'accoucher. Sa fille venait d'accoucher et donc elle ne pouvait pas aller rendre visite à sa fille qui venait d'accoucher et sa fille ne pouvait pas cuisiner parce qu'elle était très fatiguée, son mari était en déplacement et donc elle avait besoin de quelqu'un pour faire à manger avec sa fille pendant une période donnée et pendant plusieurs jours. C'était que des livraisons. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un marché. De la même façon que quand moi j'ai accouché, lorsque j'étais à l'hôpital, il y avait un photographe qui avait un accord avec la clinique qui passait de chambre en chambre pour proposer aux jeunes mamans des photos de bébés. Donc, au début, on se dit non, mais quand il nous montre les prototypes, en tout cas les photos qu'il a fait pour les autres mamans, c'est tellement mignon. Ben, finalement, on signe pour accepter qu'il fasse des photos. Et je me suis dit, mais si je pouvais m'associer, par exemple, avec une clinique et proposer à des mamans qui viennent d'accoucher un service de livraison de repas. Parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles n'ont pas le temps, avec la chute d'hormones, elles sont fatiguées, elles n'ont pas le temps de cuisiner, elles ne savent pas quoi faire, et juste faire des livraisons. Et quand j'ai vu, en tout cas, l'argent que je me suis fait sur un mois en livrant plusieurs fois par semaine, et pendant plusieurs semaines à cette jeune maman, je me suis dit, mais en fait, il y a des marchés encore comme ça qui sont inexplorés. Et en faisant ça, en fait, je résolvais juste un problème. Et c'est ça aussi notre métier, c'est résoudre des problèmes. Et de plus en plus, dans nos métiers, dans notre secteur, on n'aura peut-être plus l'occasion, alors j'espère pas, mais peut-être qu'on n'aura pas plus l'occasion, en tout cas pendant un moment où ça arrivera encore, de pouvoir travailler en restaurant entre quatre murs. Mais ne vous dites pas, c'est fini pour moi, c'est la dépression, voilà. Regardez autour de vous, il y a des papis, des mamies voilà, qui sont prêts à payer pour que quelqu'un leur livre des repas. Il y a des personnes qui en ont marre de cuisiner parce qu'elles sont en télétravail et qui cherchent à avoir quelqu'un qui puisse leur livrer des repas et qui sont prêts à payer pour ça. Il y a toujours, en tout cas, à chaque fois qu'il y a crise, et ça c'est ce que j'aime en langue chinoise, le mot crise signifie aussi opportunité. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a aussi une opportunité. C'est à vous d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe autour de vous et de vous dire comment, avec ce que j'ai appris, avec le bagage professionnel que j'ai, comment je peux résoudre ce problème. Et je suis sûre que si chacun se fait ça, vous pouvez, n'êtes pas obligé de le faire seul, vous pouvez vous associer à 2, à 3. Et je peux vous raconter encore plein d'histoires comme ça, de confrères pendant le confinement qui ont vu leur activité exploser parce qu'ils ont juste résolu un problème. Il faut oser et il faut savoir aussi se réinventer. Exactement. Ah oui, il faut oser se réinventer. Super. Chef Anto, on vous remercie beaucoup pour tous vos conseils. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir témoigné de votre parcours devant nos invités, nos apprentis, nos futurs apprentis. Non, allez-y Fanny, allez-y, continuez.
Je voulais surtout dire, voilà, merci de nous avoir fait ressentir votre passion de la cuisine. Merci de nous avoir parlé de tout votre parcours et on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre belle carrière. Oui, merci chef, merci à Fanny pour cette animation. Et puis, je vois que vous avez plein de fans. Donc, voilà, vous avez de nouveaux plein de fans qui vont vous rejoindre sur les réseaux sociaux et qui vont suivre votre chaîne YouTube. En tout cas, c'était vraiment un vrai plaisir toujours de vous écouter et d'avoir ce témoignage. Faisons de cette crise des opportunités. Et je pense que c'est une façon optimiste aussi de voir comment, même si je crois que la fin du tunnel arrive tout de même, en tout cas, il y a toujours effectivement de cette situation des choses positives à en ressortir malgré tout. Votre dynamisme est contagieux, nous dit aussi dans le commentaire, donc c'est parfait. Merci à vous. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler aux jeunes et tout ça. En tout cas, merci chef du temps que vous nous avez consacré et j'espère que nous aurons très bientôt l'occasion de vous revoir dans nos murs à l'EPMT. J'espère aussi. Merci, monsieur Bénézé. Merci encore et bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.